Salut à tous, merci de nous retrouver pour ce tout nouveau numéro de la crypto décryptée. Vous le savez, avec CoinShares, l'émission pour tout savoir sur les cryptos, les flux, les tendances, les mots importants, bref, tout pour comprendre cette nouvelle classe d'actifs. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Jérémy Lebescon, editorial manager chez CoinShares. Bonjour Jérémy. Bonjour Laurent. Bon, on commence avec notre point sur les flux. Sacré début d'année, non? Ça a quand même décoiffé pas mal sur la crypto. Comment ça s'est traduit en termes de mouvement de capitaux sur ce premier mois de l'année? Ça s'est traduit sur tout simplement une période de décollecte. Ouais. On est à peu près à 4 semaines consécutives de décollecte. Donc au total, depuis le début de l'année, 1,3 milliard de dollars en moins sur les ETP crypto. Okay. On rappelle qu'en 2025, à l'échelle mondiale, on avait accumulé à peu près 47 milliards de dollars de collecte. Donc en effet, 1,3 milliard de dollars de décollecte depuis le 1er janvier 2026. Néanmoins, on peut observer que ces collectes et ces décollectes ne se traduisent pas partout pareil sur le plan géographique. En effet, il y a des marchés qui continuent d'acheter et des marchés qui, au contraire, eux, sont plutôt vendeurs. Alors, qui est vendeur ? Qui est vendeur pour le coup, ce sont plutôt les États-Unis. On va peut-être s'intéresser d'abord aux acheteurs, puisque ce qui est relativement surprenant, c'est qu'en Europe, finalement, on achète, et notamment en Allemagne, nos voisins teutons sont plutôt friands des ETP crypto et des crypto-monnaies. On l'avait déjà évoqué lors de notre première émission. Ça se confirme depuis le début de l'année. On en est en Allemagne sur 345 millions de dollars de collecte depuis le 1er janvier 2026. Sur la semaine 7, on est à peu près à 113 millions de dollars de collecte au total. Donc eux, c'est buy the dip, quoi. Buy the dip, pourquoi pas, un petit point d'entrée. En effet, alors il faut savoir aussi qu'en Allemagne, il y a une fiscalité qui peut être relativement intéressante pour les ETP crypto, c'est-à-dire qu'au-delà d'un an de possession de détention, tout simplement, les Allemands ne sont pas fiscalisés sur les plus-values. Donc voilà ce qui peut aussi expliquer cette fièvre acheteuse pour les Allemands. On est aussi acheteur en Suisse, avec environ 113 millions de dollars depuis le début d'année sur le marché helvète. Et puis en France, on est aussi acheteur avec 2 millions de dollars. Alors c'est beaucoup plus modeste, mais ça reste plus significatif que Luxembourg ou encore l'Italie qui est encore derrière. Donc voilà, en Europe... Ça reste positif, quoi. Ça reste positif. C'est ça qui est intéressant. On a dit beaucoup de choses sur le marché européen, mais en fait peut-être que tout simplement l'Europe bénéficie de sa stabilité, ce qui n'est pas forcément le cas partout, et notamment aux États-Unis, où, comme je le disais, on est plutôt vendeur. On est à 1,8 milliard de dollars de décollecte depuis le début d'année. Alors, comment l'expliquer ? C'est important, vraiment, ce chiffre qu'on a peut-être du mal à relativiser c'est très important, puisque ça correspond à la majeure partie des collectes, des sorties des ETP crypto dans le monde. D'accord. Donc oui, c'est en effet, on peut pas... significatif. Ce n'est pas anodin du tout. Voilà. Alors, comment l'expliquer ? Je pense que c'est multifactoriel, il n'y a pas une seule explication, mais on peut voir que les chiffres de l'emploi américain sont quand même relativement décevants, même s'il y a eu un regain annoncé au cours de la semaine passée. On sait qu'il y a aussi des doutes sur le modèle économique des actions liées à l'intelligence artificielle, et les crypto-monnaies sont très corrélées à ce type de marché. Il y a des doutes aussi sur la politique monétaire de la Fed, de la Banque centrale américaine. On ne sait pas véritablement quand interviendra la première baisse des taux pour l'année 2026. Et en plus, il y a une passation de pouvoir. Il y a une passation de pouvoir, voilà. Donc peut-être que le marché américain, tout simplement, se déleste pour le moment des actifs à risque. Et même si on aime dire que le Bitcoin mûrit, la classe des crypto-actifs reste relativement l'une des plus risquées jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr. Donc voilà. Donc c'est pas forcément un mouvement anormal. Il n'y a pas non plus matière à s'inquiéter, mais c'est significatif. Bon, on va suivre ça, bien sûr, dans les mois qui viennent. Et maintenant, on va passer à la rubrique pédagogie. Alors, de quoi on parle dans cette rubrique pédagogie avec toi ? On va parler de tokenisation, rien à voir avec l'auteur du Seigneur des Anneaux, j'avais envie de la faire, pardon, ça c'est nul. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un mot super important dans l'univers de la crypto, et il faut bien comprendre toutes ses implications. Alors Tolkien est important en littérature, et en effet la tokenisation est importante pour le marché des cryptoactifs. Alors pour comprendre ce que c'est la tokenisation, c'est l'action de représenter de façon numérique un actif financier, donc sur la blockchain. C'est relativement important, et pour le comprendre, en fin de compte, il faut peut-être remonter aux premières heures de la crypto. Je pense notamment aux années 2010 et plutôt aux années 2014, où il était encore très difficile d'accéder au marché des cryptoactifs pour les investisseurs.
il fallait déposer des devises, et pour déposer des devises, on n'avait pas vraiment de solution pour échanger des dollars contre du Bitcoin ou échanger des euros contre du Bitcoin. Et on n'avait pas forcément confiance à l'époque dans des bourses crypto qui n'avaient pas forcément la licence pour recevoir, pour être dépositaire, la crypto où c'était encore un peu artisanal, finalement. Très artisanal, malheureusement pour beaucoup d'ailleurs d'investisseurs de l'époque. Donc il a fallu trouver une solution. Et il y avait donc une demande pour une sorte de crypto-dollar, un dollar représenté de façon numérique, on-chain là encore une fois, afin de l'échanger, afin de faciliter l'échange contre du Bitcoin. Une passerelle, si je te comprends bien. Une passerelle, voilà, une rampe vers la blockchain. Ouais. Donc cette représentation du dollar, il y a eu plusieurs essais manqués en 2014, avec des pertes de cours, voilà. Mais il y a une entreprise qui a commencé à sortir du lot et qui s'appelle Tether, qui aujourd'hui s'appelle Tether et qui a réussi à créer le premier succès en matière de crypto-dollars. Donc c'est un stablecoin, un crypto-actif adossé au dollar. Et dans ce rôle-là, Tether, cette entreprise-là, joue le rôle d'une banque centrale privée puisqu'elle est dépositaire de dollars et en échange, elle émet autant de USDT, de stablecoin. Voilà. Okay. Donc dans son sillage, il y a eu aussi plusieurs entreprises qui jouent plutôt la carte de la conformité puisqu'il y a Tether a peut-être plutôt mauvaise réputation et n'a pas forcément envie de se mettre en conformité avec certaines régulations, notamment européennes. Mais je pense notamment à Circle qui a aussi fait sa version, par exemple, du dollar numérique, du dollar on-chain. Et aujourd'hui, le marché des stablecoins pèse plus de 200 milliards de dollars. On avoisine même les 300 milliards de dollars. C'est l'actif tokenisé le plus important à l'heure actuelle. Cette vague d'actifs, en tous les cas, ne fait que commencer puisqu'on estime et on voit déjà d'autres actifs passer, être transférés on-chain de manière de plus en plus accélérée. Alors attends, on a fait une petite page d'histoire avec toi, c'est super intéressant de revivre ces débuts, mais pourquoi c'est si important ce phénomène de tokenisation quand même ? C'est important parce qu'aujourd'hui, tout simplement, la liquidité peut être fragmentée entre différents marchés. Il y a aussi... Je vais parler à la place d'un investisseur particulier qui a envie de trader des actions la nuit ou le week-end. Je suis sûr que Boursorama a affaire à ce type de demande. Pourquoi on ne peut pas tout simplement trader nos à 2h du matin. À 2h du matin. C'est pas votre faute, en fin de compte. On fait les horaires étendus, mais pas jusque-là. Et c'est même pas votre faute. Je pense que vous aimeriez le faire. Simplement, l'infrastructure à l'heure actuelle n'existe pas. Les bourses sont fermées entre 9h et 4h30 pour la bourse américaine. En Europe, c'est relativement, les marchés financiers sont fermés le soir et le week-end. Donc cette liquidité-là n'existe pas le soir et le week-end. Il y a des heures d'ouverture. Il y a aussi des délais de règlement pour des transactions financières. Et en fait, la tokenisation le permet. Une blockchain vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et en plus, les transactions sont presque instantanées. Donc elle permet de résoudre ces problèmes de liquidité, ces problèmes de délai de règlement, d'accès au marché finalement, finalement d'accès au marché. Ouais. Alors, on a des exemples justement comme ça d'actifs tokenisés. Oui, parmi les plus gros exemples, à part les stablecoins, je pense notamment à nos amis de BlackRock qui ont lancé le premier fonds monétaire tokenisé, Beedle, notamment, qui s'échange à l'heure actuelle, qui est plutôt accessible aux investisseurs institutionnels. Il y a également de l'or tokenisé, je pense notamment par exemple au Pax Gold, qui est une sorte de stablecoin adossé au cours de l'or, qui est émis par la société Paxos. Et puis il y a aussi, par exemple, des actions qui maintenant deviennent tokenisées. Il y a le X-Tesla qui est également émis par une entreprise qui s'appelle Xtox. Donc voilà, on assiste à des actifs qui sont des matières premières, des fonds monétaires, de la dette et des actions, des titres financiers qui tous deviennent tokenisés. On pense qu'à l'avenir, il y aura également de l'immobilier. Ça commence à se faire. Il faut encore trouver des standards et encore il y a des infrastructures forcément légales qui sont difficiles à bouger, mais ce sont les débuts de la tokenisation et d'après les estimations qui sont encore très larges entre McKinsey et Standard Chartered, mais on estime que d'ici à 2030, le marché des actifs financiers va passer de 4 000 milliards à 30 000 milliards de dollars d'ici 4 ans, donc c'est x20, x150 par rapport à aujourd'hui. x20, x150, voilà, on vous a expliqué la tokenisation. Maintenant que vous avez tout compris, on va vous expliquer pourquoi ça va changer votre vie d'investisseur particulier. Oui, et je le disais, ça va changer la vie des investisseurs particuliers parce que on assiste même déjà maintenant à ce qu'on appelle de la finance hybride. Alors le mot il peut faire peur comme ça, Jérémy, mais
comment on pourrait le résumer ? On pourrait dire que c'est finalement la rencontre entre les cryptos, le monde crypto et le monde de la finance traditionnelle. Oui, c'est ça, c'est vraiment une des thèses d'investissement qu'on partage chez nous, chez CoinShares. La finance hybride, c'est la convergence entre la finance traditionnelle et l'infrastructure des actifs numériques. Alors, tu parlais des investisseurs particuliers, mais c'est aussi le cas pour les investisseurs institutionnels qui ont besoin d'accéder à ces marchés de manière continue, de manière interopérable aussi, parce que les standards technologiques ne sont pas les mêmes partout. Et encore une fois, ça fait partie des frictions de l'infrastructure de la finance traditionnelle. Donc la finance hybride, c'est la convergence entre ces deux mondes. On a souvent dit que la crypto se construisait en opposition ou à côté de la finance. En fait, on pense, nous, que la crypto, que les crypto-monnaies et surtout que l'architecture des crypto-monnaies, c'est une des briques de l'évolution de la finance traditionnelle. C'est déjà en train de se produire. Je pense notamment, tout simplement, on a parlé de BlackRock, certes, pour la partie active, mais en termes d'architecture, c'est intéressant de noter que et le Nasdaq et le New York Stock Exchange, donc la bourse new-yorkaise, ont annoncé lancer chacune d'entre elles des plateformes. Alors, ce sera une plateforme d'échange pour le New York Stock Exchange, et tandis que le Nasdaq lancera, elle, une option pour trader des titres financiers tokenisés. Donc c'est déjà en train de se produire. C'est pour quand ça, Jérémy ? C'est pour 2026, dès cette année ? Ces deux plateformes, que ce soit la bourse new-yorkaise ou encore le Nasdaq, ont évoqué en effet un lancement dès 2026, notamment pour la plateforme de trading. Donc c'est déjà en train de se produire. On assiste à une accélération fulgurante de la part de ces plateformes, de ces institutions de finances traditionnelles qui embrassent l'architecture numérique et en particulier l'architecture blockchain. Bon, mais attends, les gens qui nous regardent se disent « Ok, super, j'ai à peu près bien compris. Je vois que potentiellement c'est une révolution, comme aurait dit Steve Jobs. Mais ça semble encore un petit peu loin de moi. On a fait cette promesse dans l'émission de dire ça va concerner les investisseurs particuliers. De quelle façon et à quelle échéance ? Oui, alors par exemple, pour un investisseur particulier, il n'y a aucun intérêt à investir dans des stablecoins puisque par principe, un stablecoin est censé être stable. Donc, c'est pas là qu'on va faire de... Voilà. En ce qui concerne les fonds monétaires, par exemple comme celui de Beadle ou celui de Franklin Templeton, il faut savoir que ce sont des actifs qui sont plutôt réservés à des investisseurs institutionnels. Voilà, donc des investisseurs professionnels. Donc, encore une fois, malgré l'accessibilité de la blockchain, c'est normal, ce sont des produits financiers qui s'adressent aux professionnels. Donc, les particuliers ne peuvent pas s'y exposer. Bon. Alors, plutôt nous de parler d'investissement, on va parler de s'exposer à travers l'architecture de cette finance hybride. Et l'architecture, c'est les blockchains. Les blockchains publiques, ces blockchains qui sont les tuyaux, les rails de paiement, les rails sur lesquels se construisent la plupart de ces plateformes-là. Et je pense là notamment aux blockchains qui sont déjà très connues pour certaines d'entre elles, notamment à Ethereum, qui est installé depuis maintenant une dizaine d'années et qui accueille la plupart des actifs tokenisés aujourd'hui dans le monde. Mais il y en a d'autres aussi. Il y a Solana qui... on en parlait dans le dernier numéro. On en parlait lors du dernier numéro, qui est une des valeurs montantes lorsqu'il concerne la tokenisation, qui accueille aussi des fonds monétaires tokenisés. Je pense notamment aussi à Hyperliquid, qui est une nouvelle blockchain sur laquelle se déplacent beaucoup de trading et aussi des institutionnels et qui est en train d'exploser en termes d'usage on-chain. Je ne parle pas en termes économiques, mais vraiment en termes d'activité. Et il faut savoir que pour la plupart de ces blockchains, plus leur activité augmente, je pense notamment à Ethereum et à Hyperliquid, et plus finalement il y aura un impact sur leur quantité, sur leur émission. C'est-à-dire que pour Ethereum, plus on s'en sert, et plus la quantité d'Ethereum se réduit. Tandis que Hyperliquid, par exemple, plus on s'en sert, et plus Hyperliquid a dans son protocole un mécanisme qui lui permet de racheter ses propres tokens. Donc ça veut dire qu'encore une fois, l'émission se réduit. Ça fait penser notamment au buyback qu'on voit dans la finance traditionnelle. Donc il est possible de s'exposer à la croissance de la finance hybride et de cette arrivée des institutions sur la blockchain à travers ces nouveaux réseaux. Et je me dis aussi, et c'est peut-être là-dessus qu'on va finir, que on va être exposé aussi parce qu'à un moment, la finance traditionnelle, comme tu me disais, va proposer des produits tokenisés finalement. C'est ça aussi ? C'est un des grands paris de lendemain, mais en effet, si on parle de fonds monétaires, on peut aussi penser à des ETF. Pourquoi pas, par exemple, un jour qui pourrait devenir tokenisé. Je pense que plusieurs acteurs institutionnels l'ont déjà évoqué, et c'est en effet, en tout cas, nous, on pense que c'est là où est l'avenir, et ça fera partie
partie des évolutions et des innovations qu'on attend avec impatience pour cette année et celles à venir. Bon ben voilà, l'évolution et l'avenir de la crypto, ça ne fait que commencer. Merci Jérémy pour ces explications. Avec plaisir Laurent. Voilà, c'est fini pour ce deuxième numéro de la crypto décryptée. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans un mois. Et puis n'oubliez pas, si vous nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce d'appréciation et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.